La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, quelle justice peut-on espérer après la guerre? Notre vision de la guerre a beaucoup évolué au cours des siècles, avec peut-être une transformation radicale depuis la Première Guerre mondiale, avec l'accélération des moyens de communication et l'intensification des moyens de destruction. Au cours du siècle dernier, la guerre est donc devenue à la fois plus meurtrière et plus concrète, même loin des lieux de bataille. Ces transformations ont mené à l'introduction de cadres internationaux qui définissent les règles entourant la guerre, identifiant par exemple ce qui est et ce qui n'est pas acceptable de faire durant la guerre, mais aussi créant divers tribunaux internationaux chargés de poursuivre les criminels de guerre. Or, il y a loin entre ces règles et ces cadres et la réalité du terrain. En effet, les puissants, malgré ce qu'on dit, n'ont jamais vraiment eu à répondre de leurs actes, alors que les plus faibles, eux, ont transformé la guerre pour l'éloigner des cadres bien propres définis par ces accords et se redonner une chance de gagner. Comment, dans ce contexte, peut-on intégrer ces transformations à notre réflexion sur la justice en temps de guerre, mais aussi dans ce qui suit? Notre invité d'aujourd'hui s'intéresse à cette question depuis plusieurs années, particulièrement sous l'angle de la justice d'après-guerre. Christian Nadeau est philosophe et professeur à l'Université de Montréal, auteur de nombreux ouvrages dont Justice et démocratie, une introduction à la philosophie politique publiée aux presses de l'Université de Montréal en 2007 et Liberté, égalité, solidarité, refonder la démocratie et la justice sociale, publié chez Boréal cette fois-ci en 2013. Christian Nadeau n'hésite pas à prendre part directement au grand débat public. C'est un spécialiste de la philosophie politique qui poursuit également une réflexion plus formelle sur les questions de justice. Christian Nadeau, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous vous intéressez à de nombreux sujets, mais donc on va revenir sur la question de la justice de l'après-guerre, surtout qui vous intéresse, mais on ne pourra pas éviter évidemment des sujets qui nous amènent, tout ce qui mène à l'après-guerre. Donc pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est pertinent de se poser ces questions-là? Écoutez, il y a plusieurs motivations derrière ma recherche. Il y a les motivations de pertinence dans le débat contemporain et puis dans l'actualité contemporaine. Puis ensuite, le fait, et là c'est plus personnel, que la situation d'après-guerre, pour moi, est un peu comme une espèce de scénario idéal, ou plutôt l'idéalisation du plus mauvais scénario possible. C'est un worst case scénario. Et c'est un peu ce qui m'a amené à travailler sur ces questions. C'est-à-dire que très souvent, en philosophie politique contemporaine, on s'intéresse à des scénarios, disons, où on va mettre de côté certaines contingences afin ensuite de vérifier si le modèle théorique qu'on a déduit, par exemple, sur la démocratie ou la justice sociale, a une pertinence dans le débat contemporain. Donc on commence par une idéalisation, qu'est-ce que le scénario de justice idéal, pour ensuite vérifier son applicabilité dans différentes problématiques, comme par exemple celle de la santé. Moi, j'ai décidé de travailler à l'inverse et de plutôt aller vers des idéalisations de scénarios où nous serions dans le pire des cas, si vous voulez, donc suite à des guerres civiles, par exemple. Parallèlement à ça, évidemment, il y a aussi un certain nombre d'activités militantes qui m'ont amené à m'intéresser à la question, et j'ai, vu que s'il y avait énormément de littérature qui portait sur les conditions de possibilité d'entrer en guerre, tout ce qu'on appelle le jus ad bellum, le droit de la guerre, s'il y avait aussi beaucoup de travaux qui avaient été faits sur le droit dans la guerre, ce qu'on appelle le jus in bello, il n'y en avait pas beaucoup sur
ce qu'on pourrait appeler le ius post bellum, c'est-à-dire tout ce qui ressort de la justice, mais après la fin des hostilités. À commencer par la question de savoir à partir de quel moment on peut considérer que les hostilités ont pris fin, mais de manière légitime, c'est-à-dire est-ce que c'est simplement une justice de vainqueur, ou est-ce que c'est quelque chose qui est au-delà donc de ce genre de considération. Et dans le débat contemporain, c'est extrêmement important parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est notamment au cours des dernières années, enfin je dirais en gros depuis l'invasion de l'Afghanistan et puis celle de l'Irak, on s'aperçoit en fait que c'est exactement le fait d'avoir sous-évalué disons, la problématique de l'après-guerre qui a conduit à bon nombre des désastres que nous connaissons à l'heure actuelle, comme par exemple la montée de l'État islamique. Mais dans votre cas, vous pensez à ça de manière très théorique ou vous voulez quand même construire un modèle applicable? Quel est vraiment Moi, je suis, comme vous l'avez indiqué, je suis un philosophe. Et donc je n'ai pas l'expertise de quelqu'un qui, par exemple, fait de la sociologie ou des sciences politiques, mais il est évident que mon travail est informé par ces disciplines. Alors moi j'ai une conception de la philosophie, si vous voulez, de la philosophie politique, où celle-ci est en interaction avec d'autres disciplines, mais ne prétend pas se substituer à leur discours. Alors qu'il y a d'autres auteurs, même dans la discipline qui est la mienne, qui vont avoir une approche beaucoup plus empirique, qui vont avoir une approche beaucoup plus, je dirais pas informée, parce que j'aurais quand même pas dire que la mienne ne l'est pas, mais qui vont se mettre un peu dans le même registre que les sciences sociales. Et moi ça m'a toujours un peu gêné. Je préfère travailler en interaction avec ces disciplines plutôt que de prétendre avoir leur type d'expertise. Au final, ce que cela suppose, c'est que, disons, mon travail propose un certain cadre normatif, un certain cadre, disons, sur qu'est-ce que nous pourrions imaginer comme des situations de justice idéale dans des situations où les individus n'ont pas accès à des ressources, par exemple, essentielles, où les conflits sont encore très visibles, où la question de la mémoire publique, par exemple, divise les partis, et ainsi de suite. Donc, il n'est pas question de dire on repart, par exemple, d'un peuple qui ne connaissait ni loi ni table, absolument et on voit comment on construit le droit. Alors, il y a pas d'élément de tabula rasa pour employer un peu dans le sens de ce que vous dites. Bien au contraire, nous devons tenir compte, d'une part, de circonstances locales, c'est-à-dire comment s'est développé le conflit, comment est-il apparu, comment s'est-il résolu, entre guillemets, puisque précisément la problématique qui est la mienne, c'est surtout parce que justement le conflit ne s'est pas véritablement résolu. Un cas paradigmatique, c'est le Liban, où j'ai fait un voyage il n'y a pas si longtemps, où on sent très bien que si la guerre est terminée en principe, il y a une guerre larvée, il y a, disons, une possibilité de résurgence du conflit parce que toutes les factions sont encore présentes. Et c'est en grande partie aussi parce que les éléments qui, disons, divisent les Libanais, sont encore extrêmement, non seulement présents, mais constitutifs de la réalité politique. Et dans ce contexte-là, est-ce que vous diriez que la façon dont on doit penser, la façon dont vous le pensez aujourd'hui, diffère de la façon dont on l'aurait pensé, mettons, il y a 30 ans ou 40 ans? Oui, je crois que oui. Alors d'une part, bon, je pense que la philosophie auparavant, je dirais dans les années 60-70, c'était vraiment dans ses premiers pas. Il y avait le livre classique très important de Michael Walzer, Guerre juste et injuste, qui balisait un peu le domaine. Mais c'est vraiment depuis une quinzaine d'années environ que se sont développées énormément d'études philosophiques sur toute une série de sujets, dont celle touchant la justice d'après-guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas simplement en dialogue avec nous-mêmes, nous sommes véritablement en dialogue avec des gens qui travaillent sur le terrain. Et ceux-ci sont de plus en plus à l'écoute du type d'approche qui est la nôtre. Il ne s'agit pas, autrement dit, de croire qu'il suffit d'une observation la plus la plus neutre possible, la plus détaillée possible pour qu'émerge une solution. Ce n'est pas comme si la solution, autrement dit, se trouvait sous nos yeux. Très souvent, en fait, la solution suppose qu'on imagine des scénarios qui, a priori, nous semblent très peu probables ou plausibles, parce que on a l'impression que tout contredit ces scénarios. Par exemple, je ne sais pas moi, celui d'une instruction publique qui se ferait sur la base d'un principe de réconciliation nationale, par exemple, surtout dans les cas de situations d'après-guerre civile.
Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Christian Nadeau, philosophe, professeur à l'Université de Montréal. Christian Nadeau, on vient d'arrêter sur la question justement des tribunaux d'après-guerre. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse quand on parle de justice après-guerre? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est comment on remet en place un système de justice qui va traiter les crimes communs, les vols, la question des contrats et tout? Ou est-ce que c'est une façon de faire le bilan, si on veut, de la guerre qui vient de se terminer? Il y a deux approches, hein, pour dire les choses de manière un peu grossière. Là, il y a deux approches. Il y en a une première qui est, disons, plus modeste, entre guillemets, qui consiste à dire que essentiellement ce qu'il faut faire, c'est fermer les livres. Hein. C'est une expression du sociologue et philosophe Jon Elster, qui, dans un livre intitulé justement Closing the Books, dit qu'essentiellement ce qu'il faut éviter, c'est de se livrer à une justice spectacle et qu'il faut faire en sorte que les exactions qui ont été commises soient, disons, jugées par un véritable tribunal qui a une légitimité, qu'il soit international ou national. Et le but est qu'on puisse passer à autre chose. C'est-à-dire qu'une fois que certaines personnes ont été jugées, une fois que, par exemple, je ne sais pas moi, certains cadres de l'administration d'un État qui a commis des crimes de masse ont été jugés, alors il sera possible de passer à autre chose. L'autre approche, qui est la mienne en réalité, est moins modeste, si vous voulez, mais disons qu'elle a plus d'ambition, et elle consiste à proposer un modèle de reconstruction sociale où la justice pénale va jouer un rôle, mais jouera un rôle en interaction avec les autres mécanismes de reconstruction. Ce qui signifie essentiellement que la justice pénale doit être vue d'une toute autre manière que simplement celle de l'idée de la rétribution ou que à un crime doit correspondre un châtiment. Essentiellement, l'approche qui est la mienne voit la justice pénale dans une perspective qu'on appelle en philosophie conséquentialiste, c'est-à-dire ce qui compte essentiellement, c'est que par nos actions, nous obtenions les meilleures conséquences possibles. Et du coup, ce que cela suppose, c'est que la justice sert des fins qui ne sont pas simplement celles de punir des individus, mais de faire en sorte que nous soyons dans une situation qui est meilleure, qui est optimale par rapport au scénario antérieur. Parce qu'on néglige souvent cet aspect-là. Tout l'aspect tribunal, c'est de dire finalement, c'est quelques méchants, entre guillemets, voilà, qui sont jugés. Or, normalement, les conflits ont quand même une base qui est beaucoup plus large que les gains de certains individus. Ça crée des problèmes parce que, voyez-vous, ce qu'on a assisté, par exemple, c'est le cas du Rwanda, c'est-à-dire on va juger un certain nombre d'individus, et là ensuite on s'aperçoit en fait qu'il y a tout ce qu'on appelle, les gens qu'on appelle les petites mains, c'est-à-dire ceux qui vont avoir vraiment commis le génocide. Il faut les juger aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher un mécanisme de justice traditionnel qu'on appelle les tribunaux gacaca. Gacaca, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pelouse, et auparavant, ces tribunaux étaient essentiellement des tribunaux, disons, de village qui servait à juger, par exemple, un vol d'une poule ou, bref, des crimes sans conséquence, qui étaient assez anodins. Mais on s'est aperçu qu'on avait des mécanismes traditionnels qui pouvaient être valorisés pour juger une population énorme. Hein. Ce sont des gens, des milliers de personnes qui attendaient leur jugement en prison. Malheureusement, les résultats sont assez décevants. Pourquoi? Les résultats sont assez décevants, et c'était assez prévisible, parce que derrière l'utilisation de mécanismes traditionnels, en fait, c'est une conception très, disons, occidentale, si on veut, une conception très rétributive, l'idée selon laquelle une personne a commis un crime, elle doit être châtiée d'une manière ou d'une autre. En tout cas, elle doit être jugée en fonction, disons, d'une pénalité, d'une sanction. Ce qui est très intuitif. Mais lorsqu'on se retrouve avec des crimes à très très grande échelle, en fait, ce qui n'est pas interrogé, c'est la structure d'ensemble, c'est-à-dire c'est la logique qui rend des massacres de masse possibles. Donc on se retrouve en fait à juger, même lorsqu'on juge énormément de gens, des milliers de personnes encore une fois, on se retrouve en fait à juger des épiphénomènes, c'est-à-dire on juge des acteurs du conflit, mais on ne juge pas ce qui a rendu le conflit possible ou ce qui fait en sorte qu'il va se poursuivre d'une manière ou d'une autre selon les circonstances, selon le nombre des années. Donc l'idée qui est la mienne est celle de ceux qu'on appelle, disons, dans le gros, le mécanisme de la justice transitionnelle. C'est vraiment cette idée que un mécanisme de justice dans un contexte d'après-guerre ne doit pas simplement viser à réparer des exactions ou à dénoncer des coupables de crimes majeurs
ou d'avoir participé à ces crimes, mais d'essayer de voir quelle est la composition sociale, quelles sont les normes en présence. Mais si vous prenez un conflit, vous pouvez nous donner un exemple un peu plus précis? Prenons par exemple le cas de l'Irak. Alors on a fait beaucoup de travaux sur la manière dont les Américains essentiellement, il ne faut pas se cacher, ont voulu gérer la situation en Irak une fois Saddam Hussein renversé. Alors on s'aperçoit en fait que le pari qui était le leur a mené à une redistribution des rôles entre sunnites et chiites qui au final, a posé de très sérieux problèmes et a fini par donner lieu à un rééquilibrage qu'il n'avait pas prévu des forces en présence, que ce soit en Iran, en Irak ou dans les pays limitrophes. Alors, graduellement, se sont développées des factions armées qui n'étaient pas du tout anticipées par l'armée américaine, ce qu'ils auraient pu très bien anticiper avec les moyens qui sont les leurs. Mais bref, on se retrouve dans une situation qui est pire encore, d'une certaine manière, que lors de la dictature de Saddam Hussein. Alors ensuite, on pourra, vous et moi, si vous voulez, évaluer si véritablement nous sommes dans une situation qui est pire encore. Mais de manière générale, on s'entend pour dire que... On s'entend moins que le conflit, on n'a pas réglé le problème. Voilà, s'éternise, que la situation en Syrie en est en partie redevable, etc., etc. Donc, il y a aussi beaucoup d'éléments comme ça qu'on peut retrouver dans les suites, disons, de ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est-à-dire par exemple la révolution libyenne avec l'intervention française qui a été très mal menée, qui n'a pas été du tout pensée dans une optique de longue durée, qui essentiellement se voyait comme une intervention qui devait être ciblée, qui allait permettre de se débarrasser de Kadhafi pour ensuite donner sa liberté au peuple libyen. On voit très bien quel est le résultat aujourd'hui. Mais dans les deux cas, est-ce que c'est un problème de justice ou c'est un problème qu'on est parti en laissant une société sans structure? C'est-à-dire qu'on est parti, on a fait une intervention, il faudrait d'abord discuter de la pertinence de l'intervention, mais à supposer qu'elle le soit, ou en tout cas à supposer qu'elle ait une quelconque légitimité, on l'a fait sans réfléchir au lendemain de la guerre. D'accord ? Un peu comme si nous pouvions intervenir et laisser ensuite les choses en plan. Vous savez, c'est dans une logique qui va paraître assez dissemblable, mais c'est un peu le même problème lorsque des interventions policières ciblées, par exemple dans le crime organisé à Montréal, vont faire des frappes dans les gangs de rue, mais n'auront pas de programmes sociaux qui vont permettre que le travail ne soit pas à refaire au bout de, disons, d'une semaine ou 10 jours. Si il n'y a pas, disons, d'intervention sociale qui favorise, qui d'une part diminue la paupérisation des quartiers, qui fait en sorte que l'option du gangstérisme n'apparaît pas quelque chose, disons, de tentant pour des jeunes, alors évidemment que le gangstérisme va reprendre de plus belle. Mais est-ce que c'est un problème de justice après-guerre ou c'est un problème de société d'après-guerre? C'est un problème de justice à partir du moment où on pense qu'un État doit se reconstruire selon des paramètres qui sont acceptables pour tous. Alors, l'idée de la justice ici, ce n'est pas simplement le fait que nous avons un devoir à l'égard de sociétés comme par exemple la société libanaise ou la société irakienne ou la société, syrienne, la société civile syrienne. Il y a de cela aussi, parce que nous avons une responsabilité, mais il y a aussi des paramètres de justice qui doivent être intégrés à la manière dont nous pensons les suites du conflit. Et ça se vérifie à plusieurs niveaux. Ça se vérifie par exemple lorsqu'il s'agit d'organiser des élections. Ça se vérifie lorsqu'il s'agit de dialoguer avec les partis en présence. Ça se vérifie dans l'aide humanitaire, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que cette aide humanitaire sera faite, et ainsi de suite. Ou alors ça se vérifie parfois par exemple lorsque des pays vont être étranglés par des sanctions économiques d'après-guerre. On l'a vu pour l'Allemagne, on l'a vu aussi pour l'Irak. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons de justice après-guerre avec Christian Nadeau. Il y a eu des cas où la justice après la guerre a repris. On pense par exemple à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec le Japon, avec l'Allemagne, si on pense aux pays, aux perdants, où on a été capable de reconstruire quand même assez rapidement une société fonctionnelle qui a été capable d'aller de l'avant. Oui, bien sûr. Alors,
ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on s'aperçoit que dans ces sociétés, très souvent justement, c'est parce qu'il y a eu des fonds qui ont été injectés pour faire en sorte que cette société puisse se reconstruire. C'est-à-dire, il y a une différence énorme, si vous voulez, entre le scénario de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale et le scénario de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Si nous avions répété les erreurs donc de la Première Guerre mondiale, eh bien, il n'aurait pas été étonnant que l'Allemagne se retrouve dans de nouveaux rapports de force, ou que d'autres puissances qui ont été, disons, écrasées après la Deuxième Guerre mondiale se retrouvent dans la même logique. Donc, il faut faire toujours attention, autrement dit, de la manière dont on traite les adversaires, si vous voulez, une fois que le conflit est terminé. Ça, c'est un élément qui fait partie, disons, davantage des principes de ce qu'on appelle la justice d'après-guerre, le jus post bellum, que la justice transitionnelle. Vous savez, la justice transitionnelle, dans le fond, c'est un mécanisme assez large qui n'inclut pas seulement les conflits, disons, militaires. Ça peut être aussi, par exemple, ce qui m'intéresse beaucoup, les questions d'après-dictature. C'est-à-dire, que se passe-t-il lorsque, par exemple, et c'est pas nécessairement par un coup d'État, mais on peut imaginer, par exemple, que, un peu à la manière de certains pays de l'Amérique latine, la dictature, en quelque sorte, tombe d'elle-même. Parce que d'une certaine façon, si on regarde l'Allemagne et le Japon, c'était des sociétés qui étaient déjà très structurées. Donc, elles sont tombées, mais elles avaient quand même derrière une structure sociale qui existait. Voilà. Toute la question, c'est le cas dans les dictatures. Toute la question, c'est de quelle manière est-ce que cette structure sociale, quelles seront les conditions d'interaction des éléments de cette structure sociale. Si vous avez des éléments d'interaction qui ne sont pas dans une logique d'équité, alors ce qui risque de se produire, c'est que vont se développer, disons, d'autres types de mécanismes, c'est-à-dire que les individus ou les agents collectifs vont aller chercher les intérêts là où ils se trouvent. S'ils ne les trouvent pas par le biais de mécanismes équitables, alors ils les trouveront par d'autres moyens. Pour le dire dans des termes beaucoup plus simples, c'est si vous avez une société ou un groupe social qui est constamment humilié et qui ne peut même pas faire reconnaître ses revendications de base, là, des revendications que normalement que n'importe quel individu de bonne foi jugerait légitime. S'il ne peut pas faire reconnaître ses revendications, alors il passera par d'autres moyens. C'est-à-dire que graduellement, il quittera les paramètres de la légitimité et utilisera plutôt ceux par exemple, de la violence ou ceux d'autres moyens par exemple, que les moyens démocratiques. Les échecs qu'on vit depuis au moins une quinzaine d'années, et dans certains cas depuis plus longtemps, est-ce que c'est dû à l'absence de modèles philosophiques comme vous développez, ou c'est plutôt parce qu'on... Je dirais plutôt que c'est parce qu'on s'en préoccupe pas, parce que il serait faux de dire qu'il n'y a pas de modèle analogue au mien. Moi, je m'inscris dans une tradition qui est en pleine effervescence, qui existe depuis au moins l'Antiquité. Des réflexions sur la guerre juste, il y en existe depuis au moins Aristote et Augustin. Ensuite, il y a une revitalisation, si j'ose dire, au XVIe, XVIIe siècle, notamment avec un auteur comme Grotius dans Le droit de la guerre et de la paix. Et on a assisté, je dirais, depuis en gros les 30 dernières années, mais beaucoup depuis en fait le 11 septembre 2001 à une flopée de travaux philosophiques sur ces enjeux. Maintenant, c'est intéressant que nous ayons cette émission hier, parce que justement, que nous ayons cette émission aujourd'hui, parce que hier, je devais terminer une recension d'un livre de Nicolas Renger, qui porte précisément sur la question de la guerre juste, et qui était très sévère par rapport à la production à laquelle j'ai participé depuis une quinzaine d'années. Que disait-il essentiellement? Son idée était que normalement les mécanismes de la guerre juste, c'est-à-dire la manière de penser les paramètres de la guerre juste, visaient essentiellement à restreindre la possibilité d'avoir recours aux moyens militaires. Mm-hmm. Alors que, dit-il, et c'est une critique qui mérite d'être évaluée, la réception du discours sur la guerre juste dans le débat public, je ne parle pas simplement du débat universel, mais dans le débat public, dans le débat politique, essentiellement tient lieu plutôt de caution, de légitimation des moyens armés. Donc, au lieu d'être moyens restrictifs, en fait, les théories de la guerre juste, d'après lui, sont devenues des espèces d'outils de valorisation, d'un accroissement des moyens d'action, comme par exemple
un exemple de cela, c'est qu'il y a une littérature très importante en ce moment sur l'usage des drones. Ce qui est qui pourrait être assez choquant, par exemple, pour vos auditrices, vos auditeurs, c'est qu'une bonne partie de cette littérature ne consiste pas à condamner en soi l'usage des drones, et même de l'assassinat ciblé par les drones, mais plutôt de penser dans quel cadre est-ce que cela pourrait être acceptable. Alors, c'est l'ambiguïté de ce discours. Il est clair qu'à partir du moment où on se situe dans une perspective théorique comme celle, disons, des paramètres de la guerre juste, une des options qu'on écarte, c'est celle du pacifisme, ou l'idée selon laquelle, en fait, toute forme de recours aux moyens militaires devrait être interdite. Alors, pour ma part, il m'est très difficile, même si c'est très, disons, séduisant comme approche, il est très difficile de se ranger derrière l'option pacifiste, parce qu'il faut se rendre compte que c'est une option qui est une option absolue, c'est-à-dire on ne peut pas être à divers degrés pacifistes, où nous acceptons le recours à des moyens militaires, mais ensuite on discute en fonction de quels paramètres, ou alors nous les refusons d'emblée. Mais de toute façon, dans votre cas, votre position, c'est de dire, je m'intéresse à ce qui se passe après la guerre. Donc, peu importe que je sois pour ou contre la guerre, il y a un après-guerre qui existe. Ouais, c'est vrai, mais j'ai beaucoup travaillé aussi sur ce qu'on appelle le jus ad bellum, le jus in bello, c'est-à-dire sur le droit le droit de la guerre et le droit dans la guerre. Donc, j'ai co-rédigé un livre avec ma collègue française Julie Sada, qui est une forme d'introduction aux théories de la guerre juste. J'ai fait plusieurs textes, notamment sur la question, par exemple, de ce qu'on appelle l'analogie entre l'État et l'individu. C'est-à-dire, si vous considérez que, par exemple, pour prendre un scénario très intuitif, si vous considérez que si quelqu'un vous agresse dans la rue, vous avez le droit de vous défendre, enfin, on va juger normal que vous vous défendiez, alors on se dit, c'est vrai, dans ce cas-là, si c'est vrai pour un individu, ça devrait être vrai pour un État. Et moi, j'ai fait un texte où j'essaie de montrer quelle est la logique inhérente derrière cela, et je montre qu'il y a différents problèmes. Ce n'est pas une analogie aussi simple qu'il n'y paraît. Mais il est vrai que mon travail principal s'est fait davantage sur la question de l'après-guerre. Restez avec nous, notre entrevue avec Christian Nadeau se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Christian Nadeau, philosophe, professeur à l'Université de Montréal et auteur de nombreux ouvrages dont Justice et démocratie, une introduction à la philosophie politique publiée aux presses de l'Université de Montréal. On a parlé donc un petit peu de ce qui prépare à la guerre et de la guerre juste. Je veux revenir quand même sur le thème de dire comment est-ce qu'on prépare l'après-guerre, comment est-ce qu'on construit. Est-ce que les modèles sur lesquels vous travaillez permettent de s'appliquer dans le cas des guerres qu'on connaît aujourd'hui, où finalement, on a vu un déplacement assez important des guerres étatiques, donc plutôt formelles, déclarations de guerre, avec des règles qu'on suit plus ou moins, au moins sur papier, à des guerres aujourd'hui qui se déplacent, qui sont extrêmement floues, et où même la notion de combattant, non combattant, de pays, d'État disparaît, s'évapore. Alors il y aurait 3 paliers, si vous voulez, pour vous répondre. Un premier qui est, disons, juridique, c'est-à-dire que oui, il y a une question d'applicabilité, disons, des principes normatifs de la justice d'après-guerre en dialogue avec le droit international, notamment tout ce qui touche le droit de la guerre et de la paix, mais aussi au-delà de celui-ci, c'est-à-dire par exemple sur les ententes commerciales qu'il peut y avoir avec des pays qui sont en situation, disons, trouble, ou qui sont, disons, en porte-à-faux par rapport à prenons par exemple l'Iran qui se retrouve dans une situation difficile, notamment durant l'oppression d'Israël. Alors
Alors ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ce serait essentiellement la pratique du terrain, c'est-à-dire non pas que les philosophes vont aller sur le terrain, ils le peuvent, mais ce n'est pas, disons, peut-être là où ils sont le plus utiles, selon moi. Mais c'est surtout, c'est de voir qu'ils sont en interaction avec, disons, toute une série de notions, comme par exemple, ou de disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, etc. Alors, pour prendre un exemple plus précis, prenons le cas de la mémoire publique, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons penser une justice d'après-guerre au sujet de la question de l'histoire ou du statut de l'histoire, c'est-à-dire quels seraient les paramètres qui feraient en sorte que nous pouvons, par exemple, au niveau de l'enseignement de l'histoire publique, proposer des manuels qui ne sont pas simplement l'histoire des vainqueurs, mais qui sont véritablement une tentative de reconstruction de la complexité des enjeux en présence au moment du conflit. Alors, ça peut paraître aller de soi, mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, la plupart du temps, nous avons soit des manuels d'histoire qui sont très partisans, ou alors c'est des manuels où, en fait, on en est à se demander pourquoi il y a eu un conflit. C'est-à-dire, c'est tellement lignifiant, voilà, on escamote les raisons du conflit, etc., etc. Bon. Alors ça, c'est un deuxième donc on escamote palier. L'autre palier, je vous dirais, c'est plutôt quelque chose qui est disons, qui est plus récent, c'est tout ce qui touche en fait des questions de responsabilité liées à des actes, mais dont l'évaluation est, disons, rendue difficile par le développement de nouvelles réalités militaires. L'exemple du drone est un bon exemple, c'est-à-dire, dans le fond, de quelle responsabilité parle-t-on? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment dire que la responsabilité incombe, par exemple, à celui qui pilote le drone ou à celui qui a donné les ordres, etc. Et ça, c'est... Alors, certains diront que c'est un faux problème, mais ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est qu'il y a, disons, dans le développement technologique des interventions armées, un certain nombre de problématiques qui vont ressurgir et qui vont être de plus en plus difficiles à traiter, parce que c'est comme si vous voulez, les moyens de la guerre finissent par avoir une logique qui leur est propre en dehors des agents qui commandent les interventions. Donc ça crée. Prenons par exemple le cas de l'histoire. Alors comment rendre compte, par exemple, de la destruction d'un village ou du massacre d'une famille lorsque celui-ci incombe en réalité à une attaque de drone? Alors vous me direz, c'est pas très difficile, il y a une logique de commandement, c'est-à-dire derrière le drone il y a quand même un pilote, derrière le pilote il y a un général, derrière le général il y a une action politique ou un homme politique, etc. Mais les choses sont quand même sont moins clair que lorsque nous pouvions dire, par exemple, qu'une exaction était commise, par exemple, par un groupe de soldats ivres qui entraient dans un village, par exemple, comme ça s'est produit au Vietnam, et qui rasaient tout sur leur passage. Donc, vous voyez, la manière de penser les deux premiers paliers dont je vous ai parlé est complexifiée par un certain nombre de développements technologiques qui disons, change la donne. Un exemple beaucoup plus clair encore, je crois, c'est quelque chose que nous connaissons tous depuis au moins Hiroshima et Nagasaki, c'est l'ampleur des moyens. C'est-à-dire, est-ce que cela a un sens de parler d'une notion qui est au cœur de ce qu'on appelle le jus, en fait, des trois droits, c'est-à-dire à la fois le droit dans la guerre, le droit de la guerre et le droit d'après-guerre. Il y a une notion qui est vraiment très importante, c'est le principe de proportionnalité. Alors, par exemple, la proportionnalité dans le cas du droit de la guerre, c'est est-ce que l'agression qui a été commise légitime le recours à des moyens militaires? Par exemple, il y a un déplacement sur les frontières, est-ce que c'est normal que j'envoie est-ce que c'est simplement une opération policière qui devrait être faite, ou est-ce que c'est une opération militaire? Ensuite, dans le droit dans la guerre, le principe de proportionnalité a un autre sens. C'est par exemple, si vous m'attaquez à coups de canon, est-ce que je dois vous répondre, ou plutôt si vous m'attaquez à coups de lance-pierre, est-ce que j'ai une autorité morale à vous répondre à coups de canon? Mais ensuite, dans la quête de l'après-guerre, c'est la question des représailles. C'est-à-dire, si je vous demande par exemple de payer réparation par rapport au crime que vous avez commis, dans quelle mesure est-ce que cette réparation est proportionnelle par rapport au crime que vous avez fait? Mais lorsqu'on a une arme aussi terrifiante que l'arme nucléaire, dans quelle mesure est-ce que le principe de proportionnalité peut encore prendre un sens? C'est-à-dire, vous voyez, alors ça c'est quelque chose qui n'aurait absolument eu aucun sens pour quelqu'un comme Grotius au XVIIe siècle. C'est-à-dire, la question de la proportionnalité se pose
toujours. Mais il y a un texte très 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 beau d'Albert Camus au moment où le Japon fait une déclaration de cessation d'hostilité. Bref, ça vous vaincu, donc au lendemain d'Hiroshima et Nagasaki, tout le monde se réjouit, et Camus, dans Combat, dit « Je voudrais bien me réjouir, mais il n'en demeure pas moins que ce jour est le plus sombre de l'histoire de l'humanité, parce que nous avons atteint un niveau de terreur et de capacité technologique à produire celle-ci qui est sans commune mesure. C'est-à-dire nous avons là véritablement dépassé un cap. Et il est vrai que nous avons un matériel militaire qui est capable de produire de telles choses que parfois le philosophe ou le juriste qui s'intéresse aux questions du droit de la guerre et de la paix doit se sentir désemparé. Christian Nadeau, si on revient à l'après-guerre, donc, quel est le but de cette justice d'après-guerre? On peut imaginer dans un premier temps de ramener la société dans un état où on peut aller de l'avant, où au quotidien, on a une certaine structure et on est capable vraiment d'avancer. Il y a aussi la question de dire est-ce qu'on peut régler des tensions ou est-ce qu'on peut... on pense par exemple aux commissions vérité et conciliation qui vont dire on va essayer en plus de créer un monde où on va être capable de vivre ensemble par-dessus ce qui s'est passé. Alors je dirais qu'il y a, là encore, il y aurait, disons, deux types d'approches. Encore une fois, je vais employer mon expression, une modeste, une un peu plus ambitieuse, et malheureusement, je suis du côté de la version un peu plus ambitieuse. Je dis malheureusement parce qu'elle est forcément plus, difficile à atteindre. Les objectifs sont, mais néanmoins, elle me semble préférable. Alors, la version, disons, modeste, consisterait à dire, ce qu'il faut, c'est viser une pacification. C'est-à-dire, d'abord et avant tout, il faut que les gens cessent de s'entretuer. Et puis ça durera le temps que ça durera. Donc il y aura par exemple des mécanismes d'entente pour déposer les armes. Il y aura des ententes pour que les différents chefs de parti puissent, disons, ne pas être complètement humiliés, etc., etc. Bon. Bref, on essaie de faire taire les armes pour un certain temps. Bon. Le problème avec ce genre d'approche, c'est que malheureusement, très souvent, elles sont pensées de manière temporelle, ponctuelle, et faute de mieux, demeurent. Alors que se passe-t-il ? Comme il n'y a rien d'autre, comme il n'y a pas d'ambition plus forte au niveau de la recomposition du tissu social ou du lien social, alors les fractions, les tensions demeurent et tout peut exploser. Et même parfois peut exploser de manière pire encore que dans le scénario initial où il y avait la guerre. Alors, par exemple, le Liban parfois m'effraie. C'est-à-dire on sent que le Liban a à la fois à surmonter la guerre civile, mais en même temps, on sent que tous les moyens sont encore présents, y compris les acteurs extérieurs qui se servent du Liban comme d'une espèce de terrain de jeu pour leur propre rivalité. Alors ça, c'est un élément qui est très important. L'autre version, disons celle à laquelle j'adhère, consiste à essayer d'interroger de manière un peu plus fondamentale les principes du vivre ensemble. Et c'est là où il y a une interaction, si vous voulez, avec la philosophie politique contemporaine qu'on va retrouver, qui a été pensée essentiellement pour des situations comme la nôtre. C'est-à-dire, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que la justice sociale, qu'est-ce qu'un système de santé équitable, quels sont les paramètres du débat démocratique, quelle est la liberté d'expression, quels sont les principes de la tolérance. Vous voyez, tout un ensemble de questions qui au départ ne semblent pas du tout pertinentes, pour une société qui, au contraire, elle, doit commencer par le commencement, c'est-à-dire tout simplement faire la paix. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est qu'en fait, ces principes de tolérance, ces principes de pluralisme démocratique, etc., ont à la rigueur encore plus de pertinence dans un cadre où, justement, ils ne sont pas facilités par la situation. C'est-à-dire, ils sont peut-être beaucoup plus exigeants, ils sont peut-être beaucoup plus difficiles à appliquer, mais leur nécessité est d'autant plus grande que précisément ces problèmes ne pourront pas être résolus simplement comme si on pouvait avec l'aide d'une télécommande mettre pause sur la guerre. Et ça ne règle pas le problème. Et ça revient un petit peu à ces essais-là, si on veut, des commissions vérité et conciliation. On essaie peut-être un peu d'arriver dans la direction que vous proposez. Oui, alors
il y a eu des expériences très intéressantes, dont les commissions de vérité et réconciliation, avec des succès divers. Je dirais que certains ont eu davantage de succès que d'autres. Et puis, dans certains cas aussi, ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est que ces commissions, malheureusement, sont orientées par des intérêts politiques. C'est-à-dire que essentiellement, on l'a vu au Rwanda, on l'a vu au Congo, on l'a vu aussi, par exemple, au Cambodge, des scénarios où en fait, là, essentiellement, les mécanismes de vérité et réconciliation servent davantage à accorder plus de légitimité au pouvoir en place. C'est-à-dire à une forme d'acceptabilité sociale, pour employer une expression à la mode, du pouvoir en place. Ça, le problème, c'est qu'évidemment, ça n'a aucune crédibilité. C'est-à-dire que la population va accepter de jouer le jeu jusqu'à un certain point. Et c'est souvent finalement le gagnant qui utilise ça pour légitimer la structure finale. Le problème avec, disons, très souvent, c'est que ces mécanismes de commission de vérité et réconciliation, c'est par définition, n'ont pas d'autre choix que de faire avec les éléments qui sont sur place. C'est-à-dire que même dans le meilleur des cas, lorsqu'ils ne sont pas instrumentalisés, dans la mesure où cela est possible, ils sont bien obligés de faire avec ce qui est sur place, alors que un véritable mécanisme de vérité et réconciliation, si par exemple il y avait une chose telle en Irak, évidemment parmi les partenaires qui devraient siéger, c'est les États-Unis. Vous comprenez, c'est-à-dire que les premiers qui devraient être amenés à dire la vérité, c'est des gens comme Donald Rumsfeld. On a des raisons de croire que ce n'est pas demain la veille. Mais pour vous, il y a des mécanismes que vous entrevoyez dans votre réflexion sur les structures? Pour ma part, je vois, disons, il y a des mécanismes qui sont, encore une fois, locaux, comme par exemple celui de la reconstruction de la mémoire. Quand je veux dire reconstruction, c'est la mémoire, vous savez, en réalité, c'est pas simplement ce qu'il y a dans nos têtes, c'est l'interaction, le dialogue qui est entre nous, et dans quelle mesure nous pouvons dire, voilà ce qui s'est passé. D'accord? Donc il y a l'histoire. Ça, c'est le travail des historiens, si vous voulez. Mais ensuite, il y a aussi le fait qu'une société puisse, par le simple dialogue, être à même de pouvoir se dire, voilà, il me semble que ça s'est passé. Donc, c'est parce que le terme construction est réel dans ce cas. C'est pas juste une façon de parler. C'est pas une construction imaginaire. C'est tout simplement qu'il a fallu nous entendre, d'accord? Et que, en nous entendant, nous avons peut-être redécouvert une vérité. Peut-être que nous en étions. Peut-être que nous en sommes un peu plus loin, peut-être que nous en sommes un peu plus proches, mais il y a la possibilité d'être dans un véritable, disons, échange. Si un peu comme par exemple, si nous avons demain une discussion au sujet de notre entretien d'aujourd'hui, eh bien nécessairement il y aura un dialogue entre nous, à savoir sur, je ne sais pas moi, comment cela s'est-il passé, et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous n'aurons pas exactement le même souvenir, mais dans le fait de dialoguer ensemble, alors il y aura quelque chose comme une mémoire qui n'est ni la vôtre, ni la mienne, mais qui est véritablement le fait de notre discussion au sujet de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors c'est exactement la même chose pour l'histoire d'après-guerre. Ça, c'est un élément parmi d'autres. Dans une perspective plus large, évidemment, c'est que de la même façon que lorsque je suis venu ici tout à l'heure, j'ai rencontré un de vos étudiants qui m'a dit vous devez aller jusqu'au bout du couloir et ensuite à gauche. De la même façon, il y a des intervenants extérieurs au dialogue social. Donc, par exemple, dans le cas de l'Irak, alors si nous voulons véritablement avoir quelque chose comme une mémoire collective en Irak, à supposer que les choses aillent mieux un jour, eh bien, si nous devons avoir une mémoire collective, alors il est très clair qu'un des partenaires, ça devra être aussi, par exemple, les Américains ou alors les autres pays qui ont voulu empêcher l'intervention en Irak. Ça fait partie du... Alors là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que ça interpelle de manière fondamentale ce que veut dire un pluralisme démocratique. C'est-à-dire que dans la recherche qui est la mienne, si vous voulez, la raison pour laquelle je me suis intéressé dans ma recherche philosophique à ces questions, c'est que, me semble-t-il, qu'en allant chercher des questions comme le pluralisme démocratique dans des contextes où ils sont le plus difficiles à concevoir, alors nous allons chercher leur raison principale, leur essence, même si ce n'est pas un vocabulaire que j'aime employer, mais nous allons chercher quelque chose qui est essentiel, d'accord, mais qui ne va pas de soi, alors que dans nos les paramètres de nos sociétés, en fait, l'absence de décalage par rapport aux difficultés
que représente par exemple le pluralisme démocratique fait en sorte qu'il y a beaucoup de malentendus à leur sujet. C'est-à-dire, on a l'impression que tout va bien, d'accord, alors qu'en réalité, on voit des conflits qui sont assez analogues à ceux qu'on va voir ailleurs, mais qui ne dégénèrent pas. C'est ça. Donc, les outils que vous développez, la réflexion s'applique. Tout à fait, c'est transversal. Or, c'est pas nécessairement après-guerre. On parle au Canada, par exemple, la tension québécois reste du Canada. Oui, ou alors un exemple qui m'apparaît très important, c'est la question autochtone. Mm-hmm. C'est-à-dire, le Canada n'a jamais fait de véritable processus transitionnel. Il y a eu, bien sûr, cette commission d'enquête sur les pensionnats autochtones. Il y a eu, bien sûr, quelques déclarations qui ont été faites, mais de manière générale, qui n'intègre pas, de manière générale, le Canada dans son ensemble et le Québec tout autant n'ont jamais fait de processus de dialogue de manière telle à ce qu'il puisse y avoir quelque chose comme une mémoire commune et aussi une reconnaissance réelle des crimes que nos ancêtres ont commis. Et sinon,